De troisième année, salam alaikum wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. En l'approche de l'examen local, je vais essayer de vous présenter un autre exemple de cet examen local en matière d'SVT. Donc, vous devriez avoir assimilé toutes les unités, commençant par la digestion, l'éducation nutritionnelle jusqu'à la circulation sanguine et les activités cardiaques. Donc, à la barakatillah, commençons par la restitution des connaissances. Donc ici, on vous demande, parmi les suggestions suivantes, voilà, c'est écrit en rouge, il y a une suggestion correcte soulignée là. Donc vous avez la digestion est un processus et vous avez question choix multiple. Vous savez, à choisir l'une des propositions ici, ainsi que pour le glucose, l'hémoglobine, le polypeptide, le kwashiorkor et le résultat 2, la respiration se fait au niveau 2. Donc commençons par la première, la digestion est un processus. Est-ce qu'il est réalisé par la bile, ou bien uniquement chimique, ou bien simplifie la majorité des molécules alimentaires, ou bien se produit au niveau de l'estomac seulement? Donc commençons par la première, réalisée par la bile. Non, la bile normalement, il n'intervient pas dans la digestion chimique, il transforme les lipides en émissions stables seulement pour faciliter la digestion par la lipase. Uniquement chimique, non, il y a la digestion mécanique avec les dents, avec les muscles de l'estomac, les intestins, etc. Donc ça, c'est faux. Simplifier la majorité des molécules alimentaires, bien sûr, parce que normalement, il y a des molécules qui ne se simplifient pas, qui sont déjà simplifiées. Exemple, l'OSL, minéraux, les vitamines. Se produit au niveau de l'estomac seulement? Non, il y a seulement la gestion des protéines au niveau de l'estomac. Donc la réponse la plus correcte, c'est simplifier la majorité des molécules alimentaires. Passons par le deuxième, le glucose normalement constitue des lipides, non. Le résultat de simplification des protéines, non. La simplification des acides aminés. La salive interfère avec la production, donc la salive intervient pas pour la production du glucose, mais l'amidon se transforme en maltose au niveau de la bouche. Donc le résultat de gestion des sucres complexes. Voilà. Le troisième, l'hémoglobine. Est-ce que ce sont des molécules qui se lient aux leucocytes, les leucocytes et les globules blancs, ou bien transportent les gaz respiratoires, ou bien ils incluent les nutriments, c'est-à-dire ils contiennent des nutriments, ou bien c'est une enzyme. Donc l'hémoglobine, c'est quoi bien sûr? Elle est responsable du transport des gaz respiratoires, le dioxyde de carbone et le dioxygène. Le polypeptide, donc plusieurs polypeptides, donc ça, c'est les résultats de la digestion des protéines par la protéase. Donc le résultat de la digestion des sucres, non. Et le résultat de digestion de l'amidon, non. La digestion de l'amidon, il nous donne maltose. Le résultat de digestion des protéines, oui. Par ces acides gras, non. Ça, il a un rôle en relation avec les lipides. Donc le kwashiorkor est le résultat de quoi? Consommation excessive, c'est-à-dire beaucoup de sucre, ou bien carence en protéines, ou bien carence en glucides, ou bien carence en graisse. Voilà, donc c'est la carence en protéines, surtout les protéines d'origine animale. La respiration se fait au niveau des poumons, villosité, cellules capillaires. Donc pour les poumons, ça ne se produit pas la respiration, mais c'est la ventilation, c'est-à-dire l'échange et le renouvellement des gaz de l'air. La villosité intestinale responsable de l'absorption, donc ça nous reste ces deux-là. Les capillaires, leur rôle c'est le transport des nutriments et des gaz respiratoires, donc ça reste les cellules. Donc c'est au niveau des cellules que se produit la respiration. Alors on vous demande de corriger les expressions suivantes. Okay. Alors l'absorption des nutriments se produit le long du tube digestif. Le sang devient rouge vif en présence de l'hydrogène. Les protéines sont digérées par l'amylase salivaire. Donc la première, est-ce que vraiment l'absorption se produit au niveau le long du tube digestif? Non, au niveau de l'intestin grêle, ça commence. Les autres niveaux, c'est la digestion, puis la fin de digestion se produit au niveau de l'intestin grêle, et puis il y a l'absorption des nutriments. Le sang devient rouge vif en présence de l'hydrogène. Non, le sang ne transporte pas l'hydrogène, il transporte les gaz respiratoires qui sont
le dioxygène, le dioxyde de carbone. Donc, c'est le dioxygène. Les produits sont digérés, je m'excuse, les protides sont digérés par l'amylase salivaire. Donc, l'amylase salivaire, il n'y a pas de relation avec les protides. Donc, ce n'est pas l'amylase salivaire, c'est quoi? C'est la protéase, en premier lieu au niveau de l'estomac, et en acide aminé par la peptidase, au niveau des intestins. Donc, c'est ces deux ensemble les symptômes des quelques carences alimentaires, et vous allez relier chaque symptôme à la carence qui lui correspond. Donc, inflammation de la gencive, c'est-à-dire au niveau de la bouche, il y a les dents qui sont fixées à l'intérieur de la mâchoire, au niveau ce sorte de muscle où il y a les dents, déformation des os, ou bien faiblesse sévère et peau sèche, ridée, ou bien un gonflement du ventre et des membres, ce qu'on appelle l'œdème, c'est-à-dire l'eau, il reste dans les membres, du visage, du ventre, des membres, gonflement de la thyroïde. Donc, les symptômes, si l'inflammation de la gencive, regardez, bon, si vous ne savez pas quelque chose que vous n'avez pas vu pendant le cours, essayez de voir les autres, et puis le reste, il va être relié avec celle qui reste. Bon. Alors, inflammation de la gencive, il a un rôle, une relation avec la carence en vitamine C. Déformation des os, bien sûr, voilà, c'est quoi? Bien sûr, c'est carence en vitamine D qui aide à la fixation des sels de calcium dans les os pour leur donner la solidarité et la dureté. Faiblesse sévère et peau sèche et ridée, voilà, c'est ça, marasme nutritionnel. C'est un manque des protéines, des aliments protéinés énergétiques. Un gonflement du ventre et des membres, ce qu'on appelle un œdème, oui, relation avec carence en protéines. Et ça reste le gonflement de la thyroïde, c'est voilà, un manque, bien carence de sel de l'iode. Donc, passons maintenant pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Pour l'exercice 1, on vous demande, ce document-là, vous l'avez vu pendant le cours, qu'est-ce qu'il représente? Et on vous demande de donner le nom de ces trois éléments. Alors, c'est quoi ça? Bien sûr, c'est un frottis sanguin, on a déjà dit. Donc, le numéro 1, c'est un liquide dont baignent les globules sanguins. C'est le plasma, bien sûr. Voilà. Le numéro 2, ce sont les globules rouges. Et le numéro 3, ce sont les globules blancs. Voilà. Et ça reste ici, ce sont les plaquettes. Donc, toujours dans le même exercice, on vous donne que certains symptômes sont apparus sur le corps d'une personne, comme une fatigue extrême, sans aucun effort. Et on est fatigué. Et le jaunissement, le visage devient jaune. Des tests sanguins ont montré une diminution de l'élément 2. Voilà l'élément 2, c'est-à-dire les hématies, les globules rouges. Environ 3 millions au lieu de 5 millions par millimètre cube. Donc 2 millions de différence. Alors la deuxième question, quelle est la fonction? Alors la prochaine fois, essayez de souligner si on vous donne pendant l'examen ou bien un contrôle, souligner le verbe d'action et les mots-clés pour savoir exactement ce qu'on vous demande de répondre. Quelle est la fonction de l'élément 2 en indiquant la substance? Donc ici on a normalement une question composée. Vous devriez répondre à la première, c'est la fonction, et la deuxième, la substance active. Si une des éléments, normalement, vous n'avez pas répondu, là, votre réponse il est incomplète. Donc, quelle est la fonction de l'élément 2? Voilà, le transport des gaz respiratoires. Et la substance, c'est l'hémoglobine. Il y en a 300 millions de molécules de Hb, globules rouges, plutôt Hb hémoglobine, sur un seul globule rouge. Alors, troisième question, comment une diminution du nombre d'éléments, c'est-à-dire des globules rouges, affecte-t-elle la santé? Quelle relation entre le faiblissement, le jaunissement du visage et la diminution de l'élément 2? Et numéro 4, notez les deux réactions chimiques de la substance active présente dans l'élément 2. On a déjà l'hémoglobine au niveau cellulaire et pour les gaz respiratoires CO2 et O2. Donc, comment une diminution? Donc, si on a une diminution, bien sûr, de l'élément de diminution de globules rouges, diminution par conséquence de l'hémoglobine, diminution de taux de dioxygène transporté au niveau des cellules.
de réaction. Donc la diminution du nombre d'éléments de globules rouges affecte la santé comme une fatigue extrême sans aucun effort et le jaunissement du visage car il diminue le taux d'oxygène qui arrive aux cellules. Par conséquent, pas de production nécessaire de l'énergie suffisante pour le corps. Donc la réaction de réaction. Donc si on a HBO2, c'est-à-dire l'oxyhémoglobine, l'hémoglobine se détacher de l'oxygène au niveau des cellules pour que le O2 passe dans les cellules. Il reste libre pour normalement associer ou s'associer au dioxyde de carbone. Donc s'il est libre de HB, il va se combiner avec le CO2, il va donner le carbhémoglobine et il va être normalement dégagé au niveau de l'appareil respiratoire, au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc pour connaître le rôle du suc gastrique, plutôt du suc pancréatique dans la gestion de certains aliments, l'expérience suivante est réalisée à l'extérieur du corps, c'est-à-dire in vitro, à l'intérieur d'un tube à essai. Et le document explique les résultats obtenus. Que représente chacune des deux courbes, courbe 1 et courbe 2. Donc, si on vous demande une question pareille, vous devriez dire directement qu'est-ce qu'on doit faire. On doit se concentrer sur ce qui est écrit sur l'axe des ordonnées en fonction de ce qui est écrit sur l'axe des abscisses. Donc on lit ça et on ajoute en fonction et on lit ça. C'est simple. Donc ça, la courbe numéro 2, et celle-là, c'est la courbe numéro 1. C'est écrit ici, courbe des polipeptides. Ici, la courbe des protides. Seulement, vous devriez écrire de quoi il s'agit ici. Donc pour la courbe numéro 1, c'est la variation de concentration de polipeptides. C'est là en fonction du temps. Et la deuxième, bien sûr, la concentration de quoi? Variation de concentration des protides, voilà, en fonction du temps. C'est simple. Donc, détermine la concentration des polipeptides et des protides au début et à la fin de l'expérience. Ici, vous avez un tableau et vous allez remplir. Seulement, on va lire ce qui est écrit sur ce document-là. Ici, vous avez la valeur de 0. Ça, c'est le temps 8 heures. Et ça, c'est le taux. Donc, au début, on a ici pour la première courbe, voilà. Celle-là, c'est la courbe des protides. Donc, on a ici 4. Et à la fin, voilà, 0. Attention, ça, c'est le temps. Ici, pour la courbe numéro 1, polypeptide, il n'y a pas de polypeptide, mais à la fin, on a 4. Voilà, c'est simple à répondre, il suffit de savoir lire les résultats dans un graphe. Troisièmement, petit a, comment la concentration en protides et en polypeptides évolue-t-elle au cours des expériences et comment expliquez-vous cela? Ça, c'est simple parce que vous allez la tirer à partir du document. Et celle-là, vous devriez savoir comment expliquer ce phénomène-là qui s'est produit. Donc la concentration des polypeptides augmente et celle des protides diminue. Donc comment peut-on expliquer cela? N'oubliez pas qu'on a mélangé des protides avec du sucre pancréatique. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans le sucre pancréatique? Il y a des enzymes parmi lesquelles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la protéase, il y a la peptidase. Rappelez que les termes qui se terminent par A, ce sont des enzymes. Donc, ce qu'il produit, c'est la digestion des protides dans les polypeptides. Ça se produit au niveau de l'estomac, aussi au niveau de l'intestin, parce qu'il y a un mélange avec le sucre pancréatique. Donc, quel est le résultat probable lors de l'ajout du sucre pancréatique? Si on va ajouter le sucre pancréatique dans ce tube-là, que va-t-il se produire? Et on vous demande d'expliquer le résultat obtenu. Donc les polypeptides se transforment en acide aminé tout simplement. Expliquer le résultat. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le sucre pancréatique contient une enzyme, la peptidase, c'est là, qui transforme les polypeptides qui ont été obtenus au niveau de l'estomac en acide aminé. Voilà. Donc le document suivant représente le domaine des échanges entre les cellules et le sang en utilisant les termes suivants placés en face de chaque numéro, le numéro approprié. Voilà l'image. Et on va vous demander de remplir ces éléments-là. Vous devrez les savoir, mais on vous aide on vous les donne déjà. C'est à vous de choisir l'élément, ou bien le numéro correspondant, convenable. Donc regardez le numéro 1 ici, vous avez là, cette partie-là, celle-là, c'est-à-dire celui qui est entre les cellules. Numéro 2, et vous avez une flèche, c'est-à-dire le sang arrive à l'organe, ça c'est un organe. Ça, bon, alors ça c'est le vaisseau sanguin qui apporte le sang. Donc rappelez-vous que vous avez vu ça pendant les différentes
vaisseaux sanguins, les artères, les veines, les vénules et les artérioles. Ici, vous avez voilà, les éléments qui sont ici, voilà, un cercle avec un point. Ça, c'est un vaisseau sanguin qui sort de l'organe, et ça, vous avez un vaisseau qui est à l'intérieur de l'organe. Donc le premier, c'est quoi? Bien sûr, c'est la veine interstitielle. Celui-là, ce vaisseau sanguin qui apporte le sang, c'est un artériole, c'est-à-dire petit artère. Alors ça, ces éléments qui sont à l'intérieur, ça, dans l'organe, ce sont des cellules, bien sûr. Et celui-là, le vaisseau sanguin qui va ramener le sang de l'organe vers les poumons, bien sûr. C'est quoi? Oui, vénule qui va transporter le sang de l'organe vers les poumons, bien sûr. Et celui-là qui se trouve à l'intérieur, c'est un vaisseau lymphatique. Il ne contient pas du sang. Attention, ce n'est pas un vaisseau sanguin, un vaisseau lymphatique. Alors, toujours dans le même exercice, on vous donne la composition du sang dans le vaisseau numéro 2, sa composition, il est là. Et ici, la composition du vaisseau 4, dans le numéro 4. Donc, le sang va entrer, il se produit quelque chose ici à ce niveau de cet organe-là, et lorsqu'il va sortir, on a fait l'analyse. Voilà le résultat qu'on a obtenu. On a trois éléments, le glucose, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Donc l'entrée, on a 90 mg de glucose. Et vous avez ici à choisir quelle est la valeur probable qui va sortir. Est-ce que la valeur il est inférieure, ou bien il est égal, ou bien supérieur? Pour le dioxygène, on a 20 mg qui entrent. Est-ce que la valeur qui va sortir sera inférieure, ou bien égale, ou bien supérieure? Aussi, pour le dioxyde de carbone, on a 50. Est-ce que la valeur sera inférieure, ou bien égale, ou bien supérieure? Donc, le sang qui va entrer, il est normalement contient 90 mg de glucose. Donc, la valeur, bien sûr, elle va diminuer parce que les cellules ont besoin de glucose. Donc, ça sera égal. Donc, ce sera moindre. Une partie de 10 mg va rester dans les cellules, bien sûr. Le dioxygène, aussi, les cellules ont besoin. Donc, s'ils ont besoin, il y a la quantité qui va diminuer. Donc 20, ici c'est 15. Ici une quantité, voilà, 50. Est-ce que la valeur sera plus grande ou bien plus basse? Les cellules, lorsqu'on va oxyder les nutriments, ils vont dégager du CO2, donc la valeur va augmenter et on aura 55. Passons ici pour les activités cardiaques. Alors on vous demande de légender cette figure et quelle est l'étape présente dans cette figure-là. On vous demande de justifier, je l'ai écrit en gras les deux. Donc l'étape. Quelle étape? En commençant par la légende. Donc numéro 1, c'est un vaisseau sanguin qui sort du cœur venant du ventricule gauche, c'est quoi? C'est l'aorte, bien sûr. Ici, vous avez 4 vaisseaux sanguins qui viennent du poumon. Oui, ce sont les veines pulmonaires qui transportent le sang des poumons vers le cœur, vers l'oreillette gauche. Numéro 3, voilà, c'est le ventricule gauche. Celui-là, il va partir vers les poumons, ça divise en deux. C'est l'artère pulmonaire, bien sûr. Et cette partie-là, c'est l'oreillette droite. Je rappelle, regardez la position, la pointe du cœur dirigée toujours vers la gauche. Alors, deuxième, on vous demande quelle est l'étape. Quelle est cette étape? Pour savoir l'étape, il faut se concentrer sur deux choses. Les valvules, voilà, ici, et puis le volume des oreillettes et des ventricules. Je vois qu'il y a ici des pointillés, c'est-à-dire que le volume des deux oreillettes a diminué. Donc, si elle diminue, il a contraction. Donc, contraction, ça veut dire systole. Systole de quoi? Des oreillettes. Donc, on appelle ça systole ventriculaire. Parce que le volume, il a changé. Il devient plus petit que cette étape-là. Alors, la respiration est une caractéristique spécifique aux êtres vivants à travers laquelle se font les échanges gazeux respiratoires avec le milieu de vie. Et pour savoir comment se déroulent ces échanges, on propose les données suivantes. Vous avez deux tableaux, le premier et le deuxième. Le tableau, on vous donne le son entrant dans les poumons et le son sortant. Voilà, les valeurs pour le dioxygène, pour le dioxyde de carbone. Et ici, on vous donne le son entrant dans les muscles et le son sortant. Donc, au niveau des poumons, ici, au niveau des muscles. Donc, commençons par la première question. Et je me suis concentré sur le premier tableau. Comparer la quantité d'O2 et de CO2, donc ce sont des questions qui sont très faciles. On dit est-ce que c'est égal, bien supérieur, bien inférieur, tout simplement. Mais à la fin, c'est la synthèse, c'est la question intéressante pour expliquer les différences. Donc, bien sûr, deuxième question, comparer la quantité d'O2 ici au niveau des poumons, ici au niveau des muscles.
Donc, la quantité d'eau de entrant est inférieure à celle sortant, parce que le sang il est venu des cellules. Donc, le sang, il s'est libéré de O2 au niveau des cellules. Le CO2, bien sûr, le sang il est venu des cellules, donc il doit être riche en CO2, donc la quantité est supérieure. Alors ici, au niveau des muscles, donc la quantité d'eau entrant est supérieure à celle sortante. Bien sûr, cette quantité va rester dans les cellules. Les cellules, ils ont besoin pour l'oxydation des nutriments. Le CO2 de la quantité sortante est supérieur parce que lors de cette réaction entre les nutriments et le dioxygène, il y aura libération de CO2 qui va être dégagé et c'est le sang qui va le transporter. Alors ici, le tableau numéro 1, le tableau numéro 2, mais ici on va se concentrer ici. Voilà. Alors expliquez ce qui se déroule au niveau des poumons et au niveau des muscles en exploitant les données des deux documents, des deux tableaux. Donc au niveau des poumons, le sang se débarrasse du dioxyde de carbone et s'enrichit en dioxygène. Et au niveau des muscles, c'est un organe par exemple, le sang libère le dioxygène et s'enrichit en dioxyde de carbone, venu de l'oxydation des nutriments. Alors, déduire le rôle du sang. Donc, qu'est-ce qu'il fait le sang? Donc, le sang, un rôle de transport des gaz respiratoires des poumons vers les organes et des organes vers les poumons. Donc, au niveau des cellules, l'O2 réagit avec le glucose, C6H12O6, donne l'équation responsable de cette réaction et nommer ce phénomène. Très intéressant. Donc, la réaction, c'est celle-là. L'oxydation va donner le CO2, le O2 et l'énergie qui va être utilisée par la cellule. Et le CO2 sera débarrassé et transporté par le sang. Alors, nommer ce phénomène, c'est quoi ce phénomène-là? On l'a dit plusieurs fois pendant le cours. Voilà, c'est ce phénomène, c'est la respiration cellulaire qui se produit au niveau du poumon. C'est le renouvellement de l'air, les échanges gazeux respiratoires entre l'air et le sang. Alors ici, afin de déterminer le devenir des nutriments au niveau du tube digestif, la quantité de glucose et des acides aminés sont mesurées dans le sang entrant et dans le sang sortant de la paroi de l'intestin grêle. Le tableau représente les résultats obtenus. Donc, pour donner un rappel, ici vous avez l'intestin grêle qui enrichi, très vascularisé. Ça, une portion de l'intestin grêle. Donc ça, le sang entrant dans l'intestin grêle et ça, le sang en sortant, pour avoir une idée. Et voilà les quantités des éléments des nutriments dans le sang entrant et de le sang sortant. Ça, c'est l'élément responsable de l'absorption intestinale. Donc ici, le sang entrant, le sang sortant, voilà les quantités. La question est demandée, comparer la quantité de glucose et des aminés dans le sang entrant et dans le sang sortant. Donc 0,8, ça diminue, 0,4, ça augmente. Voilà. Alors, déduire le phénomène mis en évidence. Donc, la quantité de glucose et les acides aminés dans le sang entrant est inférieure à celle du sang sortant. Donc, le glucose, bien sûr, cet élément, il va sortir parce qu'il y a quoi? Voilà, un passage du glucose dans le sang sortant. Les acides aminés aussi, voilà. Donc, déduire le phénomène mis en évidence, c'est quoi le phénomène? C'est l'absorption intestinale. Donc, dans le sang entrant, il y a une quantité infime. Petite, mais lorsqu'il sort, il sort enrichi de ces deux éléments-là, de glucose et des acides aminés. Alors, le document suivant représente le mécanisme responsable des échanges gazeux respiratoires au niveau des cellules. On vous demande de comparer la pression partielle de dioxygène, PO2, dans le sang entrant à l'organisme et dans les cellules. Donc, rappelez ici, pour répondre correctement, vous devriez se rappeler de la pression partielle, comment les gaz se diffusent d'un milieu à un autre milieu. D'accord? Donc je rappelle que les gaz se diffusent de la région où la pression est plus forte vers la région basse pression. C'est la règle générale pour répondre à ces questions-là. Et vous devriez lire tous ces éléments qui se trouvent dans ce document-là. Donc la pression partielle du oxygène dans le sang entrant est supérieure. Puisqu'il est supérieur, c'est le O2 qui va passer ici. Alors, déduire le sens de diffusion du dioxygène et indiquer ce sens par une flèche rouge. Donc voilà, le sens de diffusion du oxygène du sang vers les cellules, bien sûr. Voilà, du sang vers les cellules parce que la pression ici est supérieure. PO2, il est supérieur à 100. Ici, elle est inférieure à 40. Donc de la haute pression vers basse pression.
Voilà le sens. Pour aussi toujours la même question, mais concernant le CO2, même chose. Donc le CO2 ici, vous avez 40 et ici, vous avez supérieur à 46. Donc de la haute pression des cellules vers le sang. Voilà, le sens avec des flèches bleues. Merci de votre attention, c'est un peu long, je m'excuse. Et comme d'habitude, je vous laisse avec cette citation de Bernard Shaw, un philosophe, qui dit que le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur. On peut faire des erreurs, bien sûr, mais à ne jamais faire la même erreur. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.